Bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'information, des idées pratiques, des infos pratiques et des idées de sortie. Le détail du programme de ce 17 janvier. Jeudi très compliqué en prévision, les syndicats appellent à une mobilisation massive ce 19 janvier contre la réforme des retraites. Conséquences de grosses perturbations sont à prévoir dans le secteur des transports, de l'éducation ou encore de la santé. On fait le point dans cette édition. Tout au long du mois de janvier, période traditionnelle des vœux, TV78 reçoit les maires de Saint-Quentin en Yvelines pour parler des grands projets de l'année 2023 dans leur ville. Ce soir, focus sur Voisins-le-Bretonneux, sobriété énergétique, écoquartier de la Remise. À quoi faut-il s'attendre? La maire de la commune, Alexandra Rosetti, est notre invitée. Et puis la culture, l'un de nos invités a joué dans plus de 90 films et une trentaine de spectacles. Bernard Pinet signe Apocalypse républicaine. Dans ce seul en scène, le comédien de Noisy-le-Roi dresse un état des lieux critiques de la société avec tout de même des rires inattendus. Et on en parlera tout à l'heure avec lui dans notre partie culture. On fera aussi le focus sur Ardelle ou la Marguerite. C'est une pièce de Jean Arnouille et une création contemporaine de la compagnie Paxart Productions qui viendra nous parler de ce projet en cours dans les Yvelines du côté de la commune de Triel-sur-Seine. Sur ce plateau, je vous le disais, aussi une invitée politique, Alexandra Rosetti. Bonsoir. Bonsoir. Maire de la commune de Voisins-le-Bretonneux, également vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, vous avez fait le choix de ne pas présenter de vœux à la population, en tout cas de ne pas les présenter lors d'une cérémonie traditionnelle. Vous avez fait le choix de le faire lors d'une vidéo. Pourquoi ce choix, justement ? Pour des questions d'économie, tout simplement, parce que quand on fait une cérémonie dans un équipement comme un centre sportif, par exemple, bien, les coûts sont importants puisqu'il faut un ingé son, un ingé light, donc il faut faire un cocktail, et comme les temps sont un petit peu difficiles en ce moment avec l'augmentation toutes les augmentations qu'on vit, on a fait le choix de continuer, comme on avait fait l'an dernier avec la crise Covid, de faire des vœux numériques. Et on parlera notamment d'une thématique, celle de la sobriété énergétique, qui est forcément dans toutes les têtes au début de cette année 2023. On dressera avec vous également les grands projets, les grands dossiers de la commune en 2023. Ce sera tout à l'heure dans cette édition. Avec nous également les journalistes de la rédaction de TV78, Régine Ralech, Mickaël Elmidoro. Bonsoir à vous deux. Avec vous, Régine, on ne va pas faire les prévisions météo, mais plutôt les prévisions côté grève. Il y a la grève jeudi contre la réforme des retraites et ça s'annonce très compliqué dans plusieurs secteurs. Vous allez nous en parler dans un instant avec vous, Mickaël. Ce sera les informations du jour, ce qu'il faut savoir de l'actualité yvelinoise de ce mardi 17 janvier. Alors comme tous les mardis également, les insolites de Véronique Iturbide. C'est une nouvelle chronique que l'on vous propose pour voir quelles sont les actualités insolites du département des Yvelines. Et puis notre astuce du chef, hommage ce soir à la cuisine italienne en cette journée mondiale de la gastronomie italienne. Ça vous évoque quoi la gastronomie italienne, Mickaël, si je vous en parle? Je vous avoue, ça m'évoque les pizzas, les pâtes, mais je sais que ce n'est pas que ça. Mais moi, j'adore. Je pense que personne ne peut détester la gastronomie italienne. C'est une cuisine que vous aimez, Régine? Oui, beaucoup. Et j'ai d'ailleurs appris récemment que les pâtes à la bolognaise, je crois, ou carbonara, je sais plus. C'était avec un œuf, donc. Ah oui, c'est la carbonara. Voilà, c'est la recette traditionnelle sans crème fraîche. Beaucoup de restaurants italiens, peut-être à Voisins-le-Bretonneux, il y en a quelques-uns. Quelques-uns, ouais. Ou qui font de la cuisine italienne. Je crois que c'est devenu incontournable. Un peu partout. Et on donnera tout à l'heure l'astuce du chef pour bien réussir sa pâte à pizza maison. Mais avant tout cela, petit coup d'œil à la météo de demain. Une journée très fraîche en prévision ce mardi dans les Yvelines, des éclaircies le matin, mais surtout des températures négatives attendues dans la partie est et sud du département. Moins 1 degré à Versailles et Rambouillet, 0 degré le matin à Mantes-la-Jolie et Houdan. Dans l'après-midi, ça remonte légèrement, pas de pluie au moins, c'est l'essentiel. Côté température, il fera 5 degrés à Mantes-la-Jolie, 4 degrés à Versailles, Houdan et Rambouillet. Ce mercredi 18 janvier, nous fêterons les Prisca. Et on passe tout de suite aux informations de ce mardi 17 janvier avec vous. Mickaël Elmidoro, on commence avec le chiffre du jour. 18% des stations-service des Yvelines sont à court de carburant selon les sites de l'État et de Total Énergie. 5% des stations seraient à sec sans gasoil ni essence. Dans les autres stations, il manquerait au moins un carburant du côté du syndicat professionnel Mobiliance qui représente 5800 stations. Les stations ont au moins un mois de stock et il faut éviter de faire le plein par précaution.
Même son de cloche du côté du gouvernement qui ne compare pas la situation actuelle à celle de l'automne dernier. Le verdict est tombé à Mantes-la-Jolie dans l'affaire du marché du Val-Fouré. L'affaire avait fait polémique ces derniers mois. Les 8 prévenus de l'affaire du marché du Val-Fouré ont été condamnés ce lundi 16 janvier par le tribunal correctionnel de Versailles. Ces derniers avaient été jugés en fin d'année dans une vaste affaire de racket organisée sur des marchands ambulants. Au total, près de 2 millions d'euros ont été détournés en 10 ans selon les investigations de la police judiciaire de Versailles. L'ex-maire par intérim de Mantes-la-Jolie, Sidi El Hamer, a écopé d'1 an de prison avec sursis, assorti d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Je vais arriver à le dire. Vous avez réussi à le dire. À Rambouillet, cet événement qui se déroulait aujourd'hui, c'est la finale régionale Île-de-France de la 18e Olympiade des jeunes bergers. Oui, Grégory, c'est un rendez-vous très attendu par le monde de l'agriculture. Ce concours qui s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans des établissements agricoles était organisé ce mardi à la Bergerie nationale. Objectif, devenir les meilleurs jeunes bergers d'Île-de-France. Pour cela, ils participent à des épreuves théoriques et pratiques inspirées des gestes quotidiens de l'éleveur de brebis. Ils devaient par exemple trier des brebis ou encore vérifier la santé des animaux. Au total, ils étaient 15 jeunes participants présents dans les Yvelines. Aujourd'hui, on écoute une participante au micro de TV78. On a plein de techniques et de manœuvres à faire qui sont différentes de ce que moi je fais au quotidien. Et non, ça change du quotidien. Les 2 candidats arrivés en tête du classement de la finale territoriale défendront leur chance au Salon international de l'agriculture. Ce sera le 25 février prochain. On va commencer avec le chiffre du jour, mais un nouveau chiffre à présent, Mickaël, qui concerne la SPA. 9766, c'est le nombre d'animaux pris en charge par les 6 refuges SPA d'Île-de-France pendant l'année 2022. La Société protectrice des animaux vient de communiquer son bilan de l'année dernière. Ce chiffre, toujours trop élevé, est en recul de 9% par rapport à l'année 2021. Une baisse également. Mais du côté des adoptions, il y a eu 3% d'adoptions en moins par rapport à 2021. 3 refuges de la SPA sont implantés dans les Yvelines. On retrouve le site d'Orgeval, Hermeret et de Plaisir. On termine, Mickaël, par une information sportive. L'affaire fait grand bruit ces derniers jours. Le PSG pourrait quitter le Parc des Princes. En effet, un bras de fer oppose la mairie de Paris qui ne veut pas vendre la structure aux propriétaires qatariens qui veulent quant à eux acheter et moderniser les lieux. Il y en a un qui a sauté sur l'occasion, c'est Carl Olive, le député de la 12e circonscription des Yvelines, a posté un montage photo d'un stade avec le logo du Paris Saint-Germain avec le commentaire « Et alors ?» Ce tweet montre qu'il est disposé à accueillir le PSG dans les Yvelines, sûrement dans sa circonscription vers Poissy. Les dirigeants parisiens pourraient investir plus de 600 millions d'euros dans un nouveau stade. Pour rappel, Poissy va déjà accueillir le futur centre d'entraînement du PSG dans les prochains mois. Les joueurs devraient s'y entraîner dès la saison prochaine. Merci, Mickaël, pour toutes ces informations. Juste vous préciser qu'une information nous est parvenue. On vous en dira plus peut-être au cours de cette édition où on prendra le temps d'avoir un peu plus d'informations et on vous relaiera cette information demain. Une perquisition qui s'est déroulée au conseil départemental dans le cadre d'une enquête ouverte en juin 2022 et conduite par l'Office anticorruption et la police judiciaire de Versailles. Un peu plus d'informations peut-être à vous donner dans la suite de cette édition. Merci encore, Mickaël. Et si vous aussi, près de chez vous, vous êtes témoin d'une information, d'un fait qui vous fait réagir dans le département des Yvelines, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. À 2 jours de la grève nationale contre la réforme des retraites ce jeudi 19 janvier, ça se précise, des perturbations sont prévues dans les transports, les écoles ou encore dans les raffineries. Bonsoir Régine Ralech, rebonsoir. Bonsoir. Avec vous, donc on parle de ces prévisions, de ces perturbations qui s'annoncent. À quoi doit-on s'attendre ? Alors, vous l'avez dit, plusieurs secteurs seront touchés par le mouvement social ce jeudi. Du côté des transports, la circulation pourrait être très perturbée, notamment en Île-de-France. Les syndicats de la RATP et de la SNCF ont appelé à, je cite, une grève puissante. Dans les Yvelines, il faudra s'attendre également à de fortes perturbations. Les lignes C, N et U seront fortement impactées. On estime entre 70% et 80% des conducteurs en grève. Et selon Mathieu Boll-Reda, le secrétaire général de la CGT Cheminots Versailles, moins d'un train sur 3 circulera jeudi. Le plan de transport sera disponible ce soir à 20h sur le site du Transilien. Et comme l'a annoncé Mickaël Elmidoro, sachez également que certains employés de raffinerie se mettront en grève, ce qui a suscité la panique chez les automobilistes dans plusieurs départements et dont celui des Yvelines, où 18% des stations-service sont à court de carburant.
En ce qui concerne l'éducation, à quoi faut-il s'attendre? Est-ce que des fermetures d'écoles, par exemple, sont prévues jeudi? Oui, et la grève a déjà commencé ce mardi 17 janvier pour les écoles du premier degré. Les syndicats de l'éducation nationale se sont mobilisés et revendiquent la revalorisation de leur métier. Dans les Yvelines, 82 écoles primaires étaient fermées aujourd'hui. Et en ce qui concerne la grève de jeudi, sur un panel de 300 écoles primaires, déjà 63% d'entre elles ont déclaré leur intention de se mettre en grève. De leur côté, les professeurs des collèges et lycées n'ont pas l'obligation de se déclarer grévistes 48 heures avant le jour de la grève, mais la mobilisation s'annonce aussi importante selon Delphine Romani, secrétaire départementale du SNES FSU. Et pour les parents qui nous regardent, n'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur les différents sites internet de vos communes pour vous renseigner sur les situations locales. Un petit mot aussi sur la grève dans le secteur hospitalier, ça s'annonce dur aussi? Le secteur de la santé prévoit lui aussi de se mobiliser. La CGT Santé et Action sociale a déposé un préavis de grève pour la journée du 19 janvier. Le mouvement pourrait toutefois avoir moins de répercussions que dans d'autres secteurs puisque la fonction publique hospitalière, on le rappelle, est soumise à un service minimum. Voilà donc pour ces informations, ces prévisions à 2 jours de cette grève nationale contre la réforme des retraites. Merci Régine Ralèche. Sur la commune de Voisins-le-Bretonneux, est-ce que vous en savez déjà un peu plus sur par exemple les écoles qui ne pourront pas accueillir d'élèves ce jeudi? Oui, on a un gros mouvement qui est bien suivi et la difficulté qu'on a, c'est que c'est également suivi bien sûr dans le personnel communal, c'est-à-dire que ce soit les animateurs ou les agents de cuisine-ménage, ce qui fait que les communes ont une obligation théoriquement de service minimum quand les enseignants sont en grève. Mais si nous n'avons pas de personnel pour assurer ce service minimum, eh bien, nous sommes un petit peu coincés. Donc c'est ce qui va se passer à Voisins. J'ai 3 écoles qui vont être impactées. Oui. Vous organisez comment du coup? C'est le service minimum, mais qui ne peuvent pas forcément être appliqués, c'est ce que vous dites? Quand on peut, on va l'appliquer, mais comme on a aussi des agents qui font grève, eh bien, on ne peut pas l'appliquer systématiquement partout. Et on est en train de communiquer auprès des parents pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. Dans l'émission PAF, Patrice Carmousse et ses invités revenaient notamment sur une autre actualité. On parlait de la réforme des retraites et de cette grève. Il y a aussi le débat sur le port de l'uniforme à l'école et l'intervention notamment de Brigitte Macron en faveur de cet uniforme. Pour le politologue Armel Lebras-Chopard, la première dame n'a aucune légitimité pour intervenir sur un tel sujet. Regardez un extrait de l'émission PAF. C'est un vieux débat, Armel. Alors, le débat est ancien. Ce qui est nouveau et complètement surprenant, c'est l'intervention de la femme d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir dans le débat actuel, qui est autrement plus large et autrement plus important. Et en plus, elle n'a absolument aucun titre à intervenir dans un débat public, que ce soit l'uniforme, que ce soit l'orthographe, l'écriture inclusive, la pédagogie. Parce qu'elle a déjà fait sur l'écriture inclusive, oui. Absolument. C'est une citoyenne comme les autres. Alors, à la suite de son intervention, il y a eu évidemment des réactions, y compris un deuxième article dans Le Parisien. Et l'Élysée a répondu « Ah ben oui, mais elle n'a pas envie d'être une potiche. » Mais on s'en fiche que Brigitte Macron ait envie ou non d'être une potiche. Personne, vous n'avez pas envie d'être une potiche, moi non plus. Peu nous importe comment une personne qui n'a absolument aucun titre, qui n'est pas élue, qui n'est pas nommée, intervient et court-circuite le ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas d'accord. Il s'était déjà prononcé en disant non, il n'y aura pas d'obligation au niveau national, même si tel ou tel établissement peut, dans son règlement, mettre un uniforme, etc. C'est absolument incroyable. Et c'est un acte qui est politique alors qu'elle n'a pas à intervenir en politique. C'est politique non pas tellement sur le fond et sur le sujet, mais précisément parce qu'elle va à l'encontre d'un ministre de la République qui, lui, a une fonction officielle. Et puis, deuxièmement, parce que elle intervient sur une proposition du Rassemblement national, qui n'est quand même pas n'importe quel parti politique. Et c'est une émission à retrouver en intégralité sur notre site internet et notre application mobile TV78.
Alors, on reçoit ce soir, donc, je le disais, la maire de Voisins-le-Bretonneux. Sur tout le mois de janvier, on reçoit l'ensemble des maires de Saint-Quentin en Yvelines. Et une thématique, on le disait, on commençait à en parler en début d'émission, qui est réelle pour toutes les communes, aussi pour l'ensemble des Français, celle de l'explosion des coûts. On parle depuis quelques mois aussi du terme de sobriété énergétique, qui est l'une des solutions pour faire face justement à l'augmentation de ces coûts. Qu'est-ce qui vous prévoyez de faire dans votre commune? Qu'est-ce qui a déjà été fait à Voisins-le-Bretonneux? Alors, on a été obligé effectivement d'agir. Donc, on a en particulier réduit les activités pendant les vacances. Donc, dans nos équipements sportifs et culturels, on a même fermé pendant les vacances de Noël avec les associations, que d'ailleurs je remercie parce qu'elles ont vraiment fait preuve de responsabilité. Et en février, on va fermer une semaine sur les deux, parce que les associations doivent aussi faire des stages, ont des compétitions, etc. On a baissé bien sûr la température partout, que ce soit dans nos équipements publics, dans les écoles, pas dans les crèches, par contre pour le coup là non. Et puis on éteint les lumières, bon ça c'est avec l'agglomération puisque notre éclairage est intercommunal. Voilà, toutes les pistes d'économie évidemment sont mises en œuvre, étudiées. Ça guide aussi nos choix budgétaires à venir, puisque on voit bien que le coût des fluides je sais pas, nous on a pris depuis 2021, on est à plus 400% pour le gaz et à plus 200% pour l'électricité. Les mesures d'urgence s'imposaient. Voilà. En 2023, lors de grands projets, on va parler des grands dossiers de Voisins-le-Bretonneux. Vous étiez venu nous parler d'un autre dossier qui a été lancé, c'est Voisins 2035. Oui. C'est bien ça. C'est en soi imaginer que les habitants, la commune telle qu'elle sera dans une quinzaine d'années. Est-ce que ça va se poursuivre sur l'année 2023, cette réflexion? Oui, alors déjà l'association Sens Civique qui a mené tout ce travail doit nous rendre son récit partagé, puisque le livrable c'était un récit partagé, donc ça va être fait en début d'année. Et probablement qu'il y a des thématiques sur lesquelles on va pouvoir rebondir et utiliser ce que les habitants nous ont dit, parce qu'on a une ville qui est perpétuellement en transformation et en mouvement. Et donc c'est important de s'inspirer des idées des habitants pour avoir des directions qui correspondent le plus possible à leurs attentes. Vous parlez de transformation, justement, il y a la poursuite de ce chantier aussi en 2023 à Voisins-le-Bretonneux, avec le concours aussi de 50 ans en Yvelines. C'est cette ZAC de la remise, cette zone d'aménagement concerté. Les travaux ont été lancés depuis l'an dernier. Alors quelques chiffres, plus de 500 logements seront construits sur 10 hectares, plusieurs équipements publics et des commerces, avec un objectif qui a été annoncé l'année dernière, c'est des premières livraisons dès l'année 2023. Est-ce qu'on pourra tenir cet objectif? Non. L'objectif c'est 2024. 2024, mais on parlait de première livraison fin 2023. Non, ça c'est bien trop ambitieux. Puis, en fait, on a fait le choix de faire le quartier d'un seul tenant pour d'abord créer le moins de nuisances possible pour les riverains, enfin que ça dure le moins longtemps possible, et également pour que tous les promoteurs mutualisent et fassent des économies qu'ils réinjectent dans quelques innovations. Donc, pour l'instant, on va être première livraison fin de premier trimestre 2024. D'accord. Et ça va s'étaler sur toute l'année 2024. Je précise juste que les images que l'on vient de voir, c'était au début du chantier. Ça a bien évolué depuis, mais en tout cas là, on voit des vues d'artistes qui... On a quelques grues là maintenant. Voilà, il y a quelques grues qui montrent ce à quoi ressemblera cette ZAC de la remise. Alors il y a une actualité aussi qui avait fait grand bruit dans la commune fin 2022, c'est une officialisation de la fermeture de l'école du Bois de la Garenne, et ce à la rentrée prochaine. Juste rappeler, pourquoi était-ce nécessaire de fermer cette école? Mais parce que nous avons une baisse du nombre d'élèves, d'abord sur toute la commune depuis quelques années. On a perdu plus de 1000 élèves en 15 ans, on va dire. Donc c'est aussi une baisse de la population, tout va ensemble. Et revoir la carte scolaire ne servait plus à rien, parce que tous les ans, il y a des classes qui ferment dans différents groupes scolaires. Donc les parents s'en inquiétaient évidemment, et donc revoir la carte scolaire ne servait plus à rien. C'était déshabiller Pierre pour habiller Jacques, etc. Donc on a fait des études sur l'état de nos bâtiments, sur les perspectives pour re-remplir nos écoles, on va dire. Et il se trouve que cette école-là coche plusieurs cases. Elle est énergivore. C'est pas la seule, mais elle l'est. Et ramenée au nombre d'enfants, c'est une des plus énergivores. Les enfants baissent tous les ans. Et comme nous sommes dans un quartier uniquement pavillonnaire, où les pavillons se vendent très cher, il n'y a pas possibilité de ramener de nouveaux enfants, enfin en tout cas d'amener de nouveaux habitants. Et
Et puis, on a une école à 1 kilomètre qui peut accueillir les enfants dans de très très bonnes conditions. Donc, il faut à un moment, nous, qu'on rationalise nos équipements. Et j'ai envie de dire que la crise énergétique que nous vivons nous donne raison. Et en 2023, vous allez lancer une concertation pour décider justement ce qui va advenir de ce site. Tout à fait. Voilà, c'est un engagement que nous allons tenir. Nous allons démarrer en mars une concertation avec les habitants de la commune. C'est pas un projet de quartier, c'est un projet pour la commune. C'est un terrain qui nous appartient. Donc voilà, on va pouvoir discuter de nos besoins et puis aboutir, j'espère en juin, au moins au concept ou à l'idée de ce qu'on pourra y mettre. Et ça mettra fin, je dirais, à toutes les élucubrations qu'on peut entendre ici et là. Ça s'est acté pour ce nouvel équipement, une nouvelle crèche dans le quartier de la Remise dès cette année ? Alors la crèche, les travaux vont commencer incessamment sous peu. Ce sera une crèche, une écolo-crèche. Elle sera labellisée écolo-crèche et elle aura en plus sera chauffée à la géothermie. Donc là, voilà, on est très content d'avoir fait ces choix-là. Et donc travaux qui débutent cette année, fin de travaux. On espère livraison pour que les enfants y rentrent en septembre 2024. Combien de berceaux ? 60. 60 berceaux pour cette crèche. Alors, il y a des projets qui se concrétisent aussi. Il y a le réaménagement du stade du Grand Pré. Oui. Ça sera terminé dès cette année. Il y aura notamment des cours de paddle. Oui, alors c'est 8-10 mois de travaux. Donc là, ça a commencé. En fait, c'est un réaménagement global dans lequel il y aura des terrains de pétanque qui vont être un peu rénovés parce qu'ils ne sont pas en très bon état. Ensuite, on aura une couverture dans laquelle il y aura un espace de convivialité pour nos joueurs de pétanque. Et puis, il y aura également 2 terrains de paddle. Et puis, à côté de ça, on refait également 2 terrains de tennis, dont un qui accueillera les Vicinois gratuitement, sans réservation. Et les cours de paddle seront gérés par le club de tennis, mais accessibles aux Vicinois. D'accord. Et très important, c'est que nous mettons... Le système de récolte des eaux de pluie, ah oui, c'est ça. Ça, on y tenait beaucoup. C'était l'occasion avec des travaux de cette ampleur. Voilà, donc il y a une cuve de récupération d'eau qui a été placée, là, qui est déjà en place, qui nous permettra d'arroser l'été quand on est en période de sécheresse. Ouais, de permettre de faire aussi des économies de ce point de vue-là. Alors, vu qu'on est sur les équipements sportifs, il y en a un qui ne le sera plus bientôt, c'est le stade du Champ du Loup, qui va devenir un cimetière. Oui, alors c'est beaucoup moins gai, évidemment, mais c'était devenu indispensable et incontournable puisque notre cimetière est quasiment plein. Donc là, les travaux, on espère, vont commencer probablement en avril et vont durer un petit peu moins d'1 an. Ça a été un long travail parce que beaucoup d'études de sol, enfin c'est très complexe un cimetière et ça prend beaucoup de temps. Alors une problématique aussi à Voisins-le-Breteux, je me souviens on en parlait sur les débats des municipales de l'année 2020, celle de la circulation. C'est un carrefour, Voisins-le-Breteux, on le rappelle, entre Saint-Quentin-en-Yvelines, la vallée de Chevreuse, donc beaucoup de circulation. Est-ce qu'il faut s'attendre à des nouveautés sur le point de vue de la circulation ? Je crois qu'il y a un travail qui va être mené avec Saint-Quentin-en-Yvelines sur le sujet. Alors c'est mieux que ça, c'est-à-dire que là nous avons travaillé avec Saint-Quentin-en-Yvelines et le département, puisqu'on est sur une départementale. Et donc là, ça y est, nous avons acté, donc il y a 4 carrefours qui vont être retravaillés, réaménagés. Les travaux vont débuter dès cette année, puisque l'idée c'est de faire les travaux avant les Jeux Olympiques de l'année prochaine qui vont passer, la course cycliste va passer par là. Donc là, nous allons avoir des travaux importants qui vont générer pas mal de nuisances, mais qui devraient permettre un petit peu qui sont là pour permettre d'améliorer la circulation, tout en préservant la sécurité évidemment des piétons. Donc gros travaux à prévoir sur 2023. Mais c'était attendu depuis très longtemps et on a fait un travail, enfin mes élus en tout cas en charge de ça, ont fait un travail extraordinaire. Voilà. Quand vous parlez de Jeux Olympiques, il y a des étoiles dans les yeux de notre journaliste sport, Mickaël Midoro. J'avoue que j'en ai également avant cette échéance olympique. De préparation des Jeux. Et j'allais y venir. Avec votre centre sportif des Pyramides. Tout à fait. Pour le tennis de table, il y a eu un tournoi international de tennis de table, de para-tennis de table, donc tennis de table handisport, qui a été accueilli sur place. Donc ça se prépare déjà dès cette année, cette échéance. Ça se prépare et d'abord on a un club de tennis de table qui est extrêmement dynamique et qui a aussi été Skyping, voilà, skipping. Skyping, ça dépend. C'est vrai. Donc voilà, donc on est très très content. On va accueillir des pongistes de Corée du Sud, je crois.
Donc on attend, c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils viennent, donc on est très contents. On rappelle que Saint-Quentin-en-Yvelines a une terre olympique avec plusieurs sites qui seront d'ailleurs juste à côté de la commune de Voisins-le-Bretonneux, sur le site de Guyancourt, le golf national, et aussi ce vélodrome national à Montigny-au-Bretonneux. Il y en a d'autres, Élancourt notamment. Il y aura aussi des temps culturels à prévoir sur cette année 2023. Je crois qu'il y aura une exposition sur l'histoire de Voisins-le-Bretonneux. On pourra redécouvrir l'histoire de Voisins-le-Bretonneux. Voilà, en partenariat avec le musée de la ville, on fait une exposition sur l'histoire de Voisins. Et puis on va implanter, là ils sont prêts, il n'y a plus qu'à les poser, des panneaux qui vont retracer un peu l'histoire des lieux, parce que Voisins était un petit village avec 300 habitants et c'est devenu une petite ville, on va dire. Maintenant, on est à un petit peu moins de 11 000, mais on est monté à plus de 12 000 habitants. Donc, on veut redonner, que les Vicinois se rendent compte un petit peu, gardent en mémoire, je veux dire, ce passé rural. Qui fait partie de nos racines. Voilà. Les dernières choses dans vos vœux vidéo, j'ai noté la date du 26 mars. Vous avez annoncé un événement. Vous ne pouvez pas nous en dire plus? Ça va être extraordinaire. Donc, comment dire on va avoir un musicien de renommée mondiale qui va venir à Voisins, qui était allez, je vais vous le dire quand même, c'était l'exclusivité. Greg Slav, qui est le joueur d'harmonica de Johnny. D'accord. Et donc on va avoir tout un événement autour de ça avec des surprises, et ça va être une journée assez inédite à Voisins-le-Bretonneux, et on est très enthousiastes. Voilà. Donc ce sera le 26 mars. Merci de l'avoir dit sur TV78. Alors pour terminer cet entretien, l'interview express. Alexandra Rosetti, je vais vous poser 5 questions. On pose les mêmes questions à l'ensemble des maires qui viennent sur ce plateau en janvier. Une exigence, des réponses courtes, un oui, un non, un pour ou contre. Parfois quelques explications. Je vais vous demander, ça n'excède pas 20 à 30 secondes pour ces explications. Première question, est-ce qu'en 2023, vous augmenterez les impôts locaux dans votre commune ? C'est en cours de simulation. On est en train de faire des calculs parce que on est dans une situation compliquée. À cause de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment sur l'explosion des coûts. Côté circulation, certaines communes ont fait le choix de passer à une limitation de vitesse à 30 km/h dans leur commune. Est-ce que dans le centre-ville de Voisins-le-Bretonneux, c'est envisageable ? Est-ce que vous êtes pour ou contre une telle mesure ? Je suis pas spécialement pour, parce que je pense qu'il faut une hiérarchie des vitesses, mais on travaille sur des zones à 30, voilà. Mais pas forcément toute la commune. Certaines communes ont aussi fait le choix du bio pour leurs cantines. Vous êtes pour ou contre une obligation dans les cantines en termes de bio, une incitation peut-être ? Je suis une rebelle par principe, je suis contre les obligations, même si je peux être pour le bio évidemment, mais un petit peu marre des obligations qui nous tombent dessus et qui nous mettent des fois en difficulté. On a vu malheureusement certains maires, certains élus victimes d'agressions ou de menaces. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions, vous vous êtes déjà senti menacé ? Une fois. Dernière question, est-ce que vous êtes une mère heureuse ? Oui, je suis une mère heureuse. Une mère M-A-I-R-E. Une mère heureuse et une mère M-E-R-E aussi, donc tout va bien. Merci Alexandra Rosetti, vous avez joué le jeu de ces réponses courtes. Maire de Voisins-le-Bretonneux, et très bonne année 2023 dans votre commune. Merci. Une rencontre à présent dans ce 7-8 avec Jodel. C'est un enfant de 8 ans qui est polyhandicapé. Il vit depuis ses 6 mois au centre pédiatrique des Côtes, au Loges en Josas. C'est une structure qui accueille 58 enfants atteints de diverses pathologies. Et des ateliers d'éveil musical sont organisés chaque semaine pour les stimuler. Et Julien Leroy a rencontré la maman de Jodel. Elle nous livre son combat de tous les jours. Regardez. Donc c'est un enfant qui a de l'oxygène, qui est directement branché au niveau de sa trachéotomie. C'est plutôt du soin de confort. Pour Jodel, 8 ans, le nettoyage de sa trachée est quotidien. Cet enfant vit au centre pédiatrique des Côtes, au Loges en Josas. Cette structure accueille 58 enfants malades, dont une quinzaine sont polyhandicapés, comme Jodel. Ses parents viennent plusieurs fois par semaine de Montreuil pour être auprès de lui. Jodel, c'est une grossesse qui a été normale. Pendant les échographies, tout, on n'a jamais su qu'il avait une malformation. C'est le jour de sa naissance, je crois, le même jour, il a fait une réaction anormale. Quand on lui donnait le lait, ça passait par ses narines, tout ça, il étouffait, il n'arrivait pas à prendre le lait. Les médecins lui diagnostiquent une laryngotrachéomalacie sévère, une malformation lui empêchant une oxygénation suffisante des poumons. À l'âge de 6 mois, il arrive dans ce centre pédiatrique. Pendant les premières années de Jodel, le château était notre maison. Je vivais au château avec Jodel, on avait une chambre.
Donc l'équipe soignante était devenue notre famille, c'était devenu notre quotidien, c'était notre maison, le château. Son lourd handicap l'empêche de pouvoir rentrer au domicile auprès de ses 3 frères. Les parents ont fait une demande pour obtenir un logement plus grand et plus proche, l'espoir de pouvoir accueillir Jodelle prochainement. No woman, no crime. No woman, no crime. Chaque semaine, des ateliers d'éveil musical sont organisés au Centre pour les enfants. Objectif pour Jodelle, essayer de stimuler ses sens autour de divers instruments. Un moment d'échange et de partage avec sa famille. Vu maintenant qu'on sait qu'il l'entend et qu'il réagit beaucoup par le son, donc on cherche tout ce qui est musical, tout ce qui fait des paroles. Voilà, ça fait un petit moment d'échange avec lui. Parfois il va sourire, parfois il va suivre du regard, et puis parfois non, il va même s'endormir. Donc bon, ce qu'on cherche à faire, c'est tout simplement essayer d'éveiller un peu les enfants et puis apporter un peu de joie si on peut. Si on ne les stimule pas d'une quelconque façon et qu'on n'arrive pas à échanger, on peut vite créer de la détresse chez ces enfants. Le centre aimerait développer un système de communication permettant à Jodelle d'exprimer ses envies grâce à la reconnaissance oculaire d'une tablette. Le projet estimé à 100 000 € est à la recherche de donateurs. Je serai là, toujours pour toi. Un peu plus d'informations à vous donner concernant cette actualité que nous vous révélions en début de journal et cette perquisition au conseil départemental dans le cadre d'une enquête ouverte en juin 2022 et conduite par l'Office anti-corruption et la police judiciaire de Versailles, et ce pour 2 motifs: atteinte à la probité et aussi à la suite de signalements de l'Agence française anti-corruption et de l'Association de lutte contre la corruption. Ça, c'est donc une information qui est révélée par nos confrères de l'AFP, une information complémentaire également à vous donner de nos confrères de France Télévisions. À côté de cette perquisition au conseil départemental, une perquisition également au domicile de Pierre Bédier, le président du conseil départemental, qui est soupçonné, selon France Télévisions, d'avoir favorisé les affaires de son beau-frère et d'un ami entrepreneur dans le BTP dans un projet immobilier. Nous essaierons également de développer un peu plus cette information dans notre journal de demain. À présent, on va passer à une partie culture dans cette édition. Avec plusieurs invités, plusieurs personnes qui m'ont rejoint en plateau. Déjà sur ma gauche, il y a Mathilde Cranjus, c'est bien ça? Oui, Cranjus. Voilà, la prononciation est bonne, et vous êtes accompagné de Christophe Jacquier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous parler d'une pièce, Ardelle ou la Marguerite. C'est une pièce de Jean Arnouille, mais qui est en cours de création par votre compagnie qui s'appelle Paxart Productions. En quelques mots, Paxart Productions. C'est pas une compagnie. C'est pas une compagnie. Non, c'est pas une compagnie. C'est une association de production et de diffusion d'artistes et de projets d'artistes, d'auteurs. Et donc là, en ce moment, nous sommes en préparation pour la pièce d'Ardelle ou la Marguerite, avec Christophe Jacquier qui m'a contacté pour cette pièce. Et donc, on s'occupe d'artistes aussi bien du théâtre que dans la musique. Voilà. Mais en ce moment, comme on est l'association est axée sur Ardelle ou la Marguerite, eh bien, on a beaucoup de travail en fait en amont avant de pouvoir arriver jusqu'au stade de la scène. Et on va présenter tout ça dans un instant également. Véronique Iturbide à ma droite qui me rejoint. Bonsoir Véronique. Bonsoir Grégory. Ça va bien? Bien, et vous-même? Très bien. Et donc depuis la semaine dernière, il y a un nouveau rendez-vous que vous nous proposez sur les antennes de TV 78, sur l'antenne de TV 78, les insolites de Véronique, et vous nous parlez des informations insolites à ne pas louper dans le département des Yvelines. Tant qu'à faire, à ne pas louper, bien évidemment. Voilà. Vous nous parlez de quoi très rapidement ce soir? Très rapidement, de self-défense, de moutons et de cité de l'histoire. Bon, on en dit un peu plus tout à l'heure. À votre droite, il y a Bernard Pinet également. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comédien, vous avez une longue carrière derrière vous, puisque vous avez joué dans plus de 90 films, homme de théâtre également, avec une trentaine de pièces à votre actif. Un exemple parmi tant d'autres, c'est le Dîner de cons. Forcément, ça parle à tout le monde, de Francis Weber, où vous incarniez Lucien Cheval. C'est bien ça. Et vous venez nous parler d'une autre pièce. Alors, c'est Apocalypse républicaine. C'est un seul en scène, 12 personnages, 3 actes. Et donc de deux et avec vous. Et la lumière est signée Elias Attig, la musique
Mozart. C'est une comédie existentielle qui est critique sur la société et le monde politique. On va peut-être voir d'ailleurs l'affiche qui va nous être proposée dans un instant. On va peut-être pouvoir la voir. On voit d'ailleurs une Marianne, qui est une petite larme qui coule, symbole de la République. Avant d'en parler, Bernard Pinault, on regarde tout de suite un extrait qui a été tourné lors de l'une des répétitions au théâtre de Bailly. Regardez. Marcel, ça suffit. Tu laisses Bibi tranquille. Bibi le chat, c'est ton frère. Depuis que je vous ai adoptés tous les deux à la SPA, vous portez mon nom. Toi, tu es Marcel Maboul, le frère de Bibi Maboul. Et ici, chez Jean Maboul, on est en République. Et en République, on est gentil avec la diversité. Bibi le chat est un chat pacifiste, qui respecte les chiens, il mange pas de souris, et en plus, il est végétarien comme nous. Alors, s'il te plaît, Marcel, tu lui fous la paix et tu fais le canard, d'accord ? Alors, on a entendu le nom de Jean Maboul. C'est un psy qui reçoit dans son cabinet de Rennes-le-Château et il applique sa méthode, c'est la méthode Maboul. C'est quoi la méthode Maboul ? Alors, la méthode Maboul est parfaitement expliquée dans un livre qui est un best-seller qui s'appelle La méthode Maboul, on perd jamais la boule. Vous la décrire en quelques minutes, ce serait, une erreur, parce qu'elle est très forte, très puissante, elle transmute la matière humaine tout cela est parfaitement expliqué dans le spectacle, qui est une comédie en 3 actes, avec les 3 unités de temps, de lieu et d'histoire, du théâtre classique. Il y a 7 consultations, le chiffre n'est pas innocent. Oui. Jean Maboul, le père de Bibi Maboul et de Marcel Maboul, qui est végétarien comme ses enfants, reçoit lors de cette journée un capitaine de gendarmerie, une infirmière, un maire, un professeur d'histoire à Sciences Po, une péripatéticienne, un député et un commissaire. Des professions qui peuvent en dire long sur l'état de notre société. Que va-t-il découvrir ? Il faudra venir voir la pièce, mais que va-t-il découvrir en quelques mots ? Il va constater des réalités qui font triste. La pièce, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le titre Apocalypse républicaine, on pourrait imaginer que dans ce spectacle on va tirer à boulet rouge sur les uns, les unes, les autres. Non, c'est pas du tout le cas. En revanche, sa prétention, sa volonté, son but, son objectif, c'est d'être un spectacle humaniste, d'être un spectacle qui met le dos où ça fait triste, qui éclaire et qui aide à réfléchir. C'est pour ça que jusqu'à présent c'est le cas. Je souhaite qu'il y ait, dans la mesure du possible, un débat après la pièce, dans lequel ont été confrontés en tant que public des personnes de droite, de gauche, du centre, d'ailleurs, et qui se sont retrouvés dans ce spectacle dans le cadre du débat. Ça aide à réfléchir sur la société, peut-être ses dérives aussi, aujourd'hui ? Ces dérives, les erreurs peut-être de certaines personnes. Il y a du stock des deux côtés. Donc je ne vais pas tirer à boulet rouge. Avec un choix particulier des mots, ça claque, on peut le dire. Oui, le journal de votre collègue de Toutes les Nouvelles Versailles l'a parfaitement écrit. Je le remercie d'avoir porté attention à ce spectacle. L'idée, dans le cadre de ces échanges avec ces patients, il y a des hypothèses de solutions qui sont abordées. Il n'y a personne n'a de baguette magique. Tout le monde sait que c'est très dur d'avoir une casquette politique, quelle qu'elle soit. Donc il faut respecter leurs soucis et leurs conditions. Mais la politique de l'autruche n'est pas toujours obligatoire. Le déni n'est pas une religion. Et il est peut-être temps d'ouvrir les yeux dans l'intérêt de la République et de la citoyenneté. 3 points de suspension. Mais le tout aussi, non sans humour, parce que c'est aussi un moyen important de faire passer des messages, on imagine. C'est l'objectif d'être une petite bougie dans les ténèbres qui se sont répandues parmi nous, de peut-être suggérer des applications, des solutions, sans prétention aucune, parce que les remèdes sont simples, on les connaît. Vous l'avez joué d'ailleurs, il me semble, devant des députés, des élus de la République, juste à côté de l'Assemblée nationale, chez Françoise. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette pièce où vous êtes aussi critique sur le monde politique ? Alors, d'abord, comment ça s'est passé ? C'est dans le salon des premiers ministres. Quand on joue un spectacle qui s'appelle Apocalypse républicaine, c'est assez cocasse, c'est totalement inattendu. J'ai fait une lecture en Avignon, dans le quartier Luna cet été, qui s'est bien passé. Et là, il y a une dame qui m'attend, qui me dit c'était bien, on discute. Elle prend mon téléphone et fin septembre, elle me dit voilà, est-ce que vous accepteriez de lire votre pièce dans le salon des premiers ministres ?
Vous foutez de ma pomme, là. Non, c'est très sérieux. Alors, le salon des premiers ministres, c'est un salon qui existe dans un restaurant très connu du monde politique qui s'appelle Chez Françoise, qui en théorie n'existe pas. Il est sous l'esplanade des Invalides. On entre dans un parking, il y a un poste de police à l'entrée, c'est un peu le restaurant de James Bond. Et à l'intérieur, c'est très chouette, c'est très beau. Et effectivement, midi et soir, il y a des députés, des sénateurs, des hommes politiques qui, des fois, se sont un peu secoués la veille et qui se font la bise au restaurant, ce qui est rassurant pour les citoyens. C'est un 9e seul en scène, hein, comme Pétanque et Sentiment, l'une de vos pièces qui a été un succès avec plus de 300 représentations. Pourquoi cette formule du seul en scène ? Comment dire ? Après avoir joué un certain nombre de spectacles, après avoir fait le dîner de con, j'espérais, après avoir joué des rôles principaux au cinéma, à la télé, oui, au Cinoche, il y a très longtemps, j'espérais que ça allait continuer gentiment. Non, bon, c'est des mystères d'un parcours. Je fais pas une carrière. Vous avez parlé de carrière, mais je fais un parcours de. C'est un parcours de vie, un parcours de combattant du verbe. Très joli. L'Apocalypse, au commencement était le verbe et le verbe est pépandu. Ils m'ont pas entendu non plus. Donc, comme j'avais plein de choses à dire, pour ne plus m'entendre, j'avais dire que je n'étais pas bankable, que je n'étais pas people, parce que je vis à la campagne avec Marcel et Bibi existent. C'est leur vrai nom, avec mes chiens, etc. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Vous connaissez la formule de Lao Tzu qui a dit qu'on traduit dans le texte, si tu trouves que le monde va mal, commence par te changer toi-même. Voilà, et donc je me suis mis à écrire mes spectacles. C'est le 9e, ça se passe plutôt bien. Je ne regrette rien. 9 festivals d'Avignon, 2 mois Molière et des centaines de représentations. Donc, j'ai absolument pas le droit de me plaindre. Merci à ceux qui m'ont pas fait tourner au cinéma et à la télé. Grâce à eux, je peux faire tout ça. Et du coup, une dernière question. Alors, vous l'avez dit, une première lecture au Festival d'Avignon. Depuis, la pièce a évolué. Maintenant, l'objectif, c'est quoi ? C'est de la proposer et de faire une tournée, peut-être ? Alors déjà, au salon des premiers ministres, il y avait Dominique Thésio, qui est la directrice, la patronne du quartier Luna en Avignon, qui est sur le plan culturel et quelque chose d'important qui existe, où passent beaucoup d'excellents professionnels, qui a dit officiellement qu'elle me programmait cet été. Donc ça, c'est un drapeau qui est planté concrètement au Festival d'Avignon, ça on en fera un de plus. Et de deux, d'ici là, il y a d'autres lectures qui se sont mises en place. Je continue sur le principe des lectures. Pourquoi ? Parce que notre métier n'a jamais été facile. Personne ne peut ignorer qu'en ce moment, c'est encore un peu plus sensible pour une suspension à la ligne. Donc une lecture permet, dans des conditions très modestes, de se déplacer sans décor et de jouer dans un théâtre, comme je l'ai fait à Bailly, comme je dois le faire dans d'autres, et de faire des lectures dans des lieux petits, comme le salon des premiers ministres. Mais il y aura une programmation dans un contexte traditionnel à Paris. Soyez patients. Il y a votre site internet qui s'affiche. On pourra avoir toutes les informations. Merci beaucoup, mais vous restez avec nous, parce qu'on continue de parler théâtre. Une petite réaction, parce que je vous voyais acquiescer. Oui, c'est pas une période facile pour le monde du théâtre, le monde culturel. Non, c'est pas facile. Déjà, il y a eu le Covid qui a fait beaucoup de dégâts. Maintenant, avec toutes les augmentations qui se font un peu partout, c'est compliqué. La guerre de l'Ukraine qui n'arrange pas les choses. Oui, c'est compliqué pour le spectacle. Et le théâtre comme moyen de dénonciation, c'est un excellent vecteur. Vous me prenez au dépourvu. Non. Aucun spectacle dénonce. On met un coup de projecteur là où c'est mal éclairé, on va dire. Et je vous rends la parole. Et le monde du théâtre a pris une bombe à retardement qui sont les factures d'électricité. Il y a des théâtres qui ferment parce que les factures sont devenues colossales. J'espère que nos amis politiques l'entendront. Ils peuvent plus suivre. J'ai dit, je vous rends la parole. Non, mais il y a pas de souci. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que moi je suis diamétralement pas opposé, diamétralement différent de ma mère. Bernard Biet fait du seul en scène et on va parler de votre spectacle qui là va réunir qui a une formule un peu plus XXL avec un peu plus de comédiens sur scène. Dépourvu. Mais on parle justement de cette pièce que vous êtes en train de créer. Promettons une première mondiale pour Packstart Productions. Donc je le disais tout à l'heure, Ardelle ou la Marguerite, une pièce de Jean Arnouille, donc qui est mise en scène par vous, Christophe Jacquier. Et donc Packstart Productions a lancé une levée de fonds sur Helloasso pour réaliser dans les meilleures conditions ce projet.
Juste sur Ardelle ou la Marguerite, c'est une pièce qui a été créée en 1948, je le disais, par Jean Anouilh, qui se veut imaginaire et aussi qui met en avant la fantaisie des personnages. On y parle d'amour dans cette pièce. Si La Marguerite, vous l'effeuillez, la Marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Donc oui, bien sûr, et on retrouve tous les thèmes chers à Anouilh, le paradis perdu de l'enfance, la condition sociale, tous ces thèmes sont abordés dans cette pièce-là, qui a cette chance d'être peu connue. Moi, c'est un auteur qui me fascine toujours. Vous comptez forcément l'écriture moderne d'Antigone de Jean Anouilh. On connaît moins, c'est vrai, à Ardelle ou la Marguerite. Oui, mais justement, c'est très bien que vous rebondissiez sur Antigone. Moi, je trouve, sans dénigrer, parce qu'elle a été lue, jouée, interprétée dans le monde entier. Antigone, on ne va pas se le cacher non plus. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que, comme vous le dites, justement, la première pièce qui vous vient à l'esprit, Antigone. Alors que derrière Antigone, il y a une multitude d'œuvres regroupées en pièces grinçantes, pièces costumées, dramatiques et tout. Et il y a un formidable réservoir de pièces qui sont fascinantes. Alors, certaines, je sais pas, sont peut-être plus politisées que d'autres. Donc, je sais pas, à l'heure actuelle, comment elle passerait, et il y a une matière, je pense autant pour un metteur en scène que pour des comédiens de faire quelque chose. Qu'est-ce qui a plu à Paxard Productions, Mathilde Grandjus? Est-ce que, alors c'est dit aussi dans votre présentation, finalement, cette pièce, même si elle a été, je le disais, créée en 1948, elle a aussi une forme d'actualité. Elle parle aujourd'hui. Oui, elle est totalement actuelle parce que on parle d'amour et on parle d'amour sincère comme d'amour un peu moins sincère. Et le fait que ça existe toujours. C'est toujours d'actualité. Les gens vivent toujours de la même façon. Et puis on parle aussi de de famille qui interfèrent dans les amours sincères. Et ça, c'est toujours aussi d'actualité. C'est toujours de notre époque. Et cette pièce-là est tellement bien écrite, elle est tellement facile à comprendre que c'est ça qui m'a fait craquer en fait. C'est le texte, la façon dont Jean Anouilh, qu'il a écrit en 1948, est totalement lisible encore à notre époque. Alors que à cette époque-là, on faisait souvent on écrivait un français beaucoup plus compliqué, beaucoup plus recherché, etc. Et on avait du mal parce que maintenant il y a des termes qu'on n'utilise plus parce que ça fait plus partie de notre langage. Et donc, quand on voit une pièce avec des mots compliqués, c'est difficile à suivre une pièce. Alors que cette pièce-là, Ardelle ou la Marguerite, c'est léger, c'est simple à comprendre, il n'y a pas besoin de chercher, en fait. Et sur la mise en scène, 10 comédiens, un décor avec 13 portes, des costumes, de la musique, comment vous avez pensé justement cette mise en scène? Un travail d'1 an, il me semble. Oui, travail d'1 an. La première chose que je tiens à dire, puisque déjà nous remercions, puisque nous avons le soutien quand même de la fille de Jean Anouilh, donc de Colombe Anouilh. Le premier axe de travail était de la lire. C'est vrai que étant un inconditionnel d'Anouilh, donc c'est difficile peut-être aussi de chercher. Celle-ci avait quelque chose de piquant, comme le dit Mathilde. Et après, c'était aussi de savoir, de se dire, qu'est-ce que je vais en faire? Et je suis quelqu'un qui suis très respectueux d'un auteur, d'une œuvre, donc j'ai très peu touché au texte, 2-3 coupures, choses un peu redondantes, voilà. Et je suis quelqu'un qui attache une importance extrême à l'esthétisme. Donc, pour construire, je dirais, ma mise en scène, j'avais besoin de partir de l'esthétique. C'est vrai qu'à nous, il y a quand même des idées assez grandioses, puisque c'est un escalier qui fait le tour de la scène avec une galerie. C'est impossible, n'est-ce pas, Mathilde? Oui. Merci. Non, mais c'est pas possible et tout. Et c'était de se poser la question, comment je vais recréer un peu ça. Et je suis reparti, une notion de base de tout théâtreux, du texte, des indications. Et il parle qu'il y a un ensemble de portes. Et je me suis dit, tiens, là, ça commence à devenir intéressant. J'ai essayé de réécrire, c'est un bien grand mot, mais de réécrire la mise en scène en fonction justement de... La scène est un mur de portes, de 13 portes, semi-circulaires. Toutes ces portes peuvent s'ouvrir ou pas. Donc à des moments donnés, on est proche
du boulevard où les portes claquent, ou à des moments donnés, quand il y a justement ce procès un peu d'Ardel, de savoir ce qu'on va en faire, cette pauvre Ardel, tout devient fermé et clos. Donc ça, c'était vraiment ma première idée. Et après, je sais, pour avoir lu quand même beaucoup de choses autour de Jean Anouilh, il aime bien ce côté 1900-1913. Oui. Donc c'était aussi pour moi important de la remettre un peu dans ce contexte 1910-1913, avant le début de la Première Guerre mondiale, tout en ayant quelques anachronismes. Alors concrètement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que l'ambition c'est de la jouer en France, à l'étranger aussi? En France, alors on va d'abord commencer par la France et ensuite à l'étranger, en Suisse, Belgique et plus loin, dans les pays francophones en fait. Donc des dates sont déjà prévues? Oui, les dates sont pas encore totalement prévues puisqu'il est prévu de faire notre première représentation en octobre de cette année. Après, faut chercher pour l'étranger en fait, et c'est un petit peu plus long. Et je le disais, vous avez lancé une levée de fonds sur la plateforme Hello Asso. L'objectif financier, dans quel but? C'est-à-dire que ce spectacle sera un grand spectacle. Il n'est pas question d'en faire un petit spectacle avec des petits moyens. Les costumes seront plus ou moins d'époque, comme l'a dit Christophe, parce qu'il y a eu aussi une partie où il y a des Parisiens sur scène qui vont être un peu plus modernes. Et le décor va être aussi assez faramineux, pas aussi grandiose que Jean Anouilh l'avait fait à l'époque, mais important pour qu'il soit suffisamment qu'on se souvienne en fait de la pièce, voilà. Et comme on a l'intention d'en faire un grand spectacle, ça coûte. Donc automatiquement, c'est pour ça qu'on a besoin on a fait une levée de fonds parce que le spectacle au niveau du budget est important. On retrouve toutes les informations d'ailleurs sur le site de Paxart Productions pour retrouver assez facilement le lien sur donc cette pièce, cette création Ardel ou la Marguerite de Jean Anouilh qui sera donc proposée par vous, votre production et donc vous Christophe Jacquier. À la mise en scène, vous avez fait votre choix, Apocalypse républicaine. Moi je prends tout. Vous prenez tout? Direct. Ardel ou la Marguerite? Madame a du goût. Avec vous, comme chaque mardi, Véronique, je me tourne vers vous. On va présenter les informations insolites du département des Yvelines. On va commencer d'ailleurs tout de suite par une initiative de la mairie de Triel-sur-Seine qui propose aux femmes des stages de self-défense. Exactement. Alors, j'ai trouvé cette information passionnante dans le Parisien. Et donc, à Triel-sur-Seine, il n'y a pas plus de violence qu'ailleurs. C'est juste pareil. Sauf qu'un des élus, un élu de la municipalité, et l'élu à la sécurité est professeur d'arts martial. Bref, et il a eu lui-même cette idée donc de proposer aux femmes 2 heures de cours par mois le dimanche matin, gratuit. On peut y aller à partir de 15 ans et on vous explique certaines clés pour savoir se défendre en cas d'agression. Alors, tous ces renseignements, c'est David Désiré, le chef de service de la police municipale, qui me les a gentiment donnés. Alors, déjà, on apprend, en quelques mots, à, si possible, éviter l'agression. Il y a des choses à déjà être attentif, ne pas avoir un casque sur les oreilles, être un peu ouvert à son environnement, ne pas être les yeux rivés sur le smartphone ou même changer de chemin, pas prendre toujours le même chemin, ne pas hésiter à fuir quand on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Bref, si malheureusement on en arrive à l'agression, comment rester debout, essayer d'apaiser la situation. Bon, facile à dire, dialoguer si possible, alors ça me fait un peu rire, c'est pas drôle, mais si vous arrivez par bonheur à faire tomber l'agresseur, n'attendez pas qu'il se relève. Ça va pas trop mal, non. On s'en va. Pour avoir toutes les informations, il y a une inscription qui est obligatoire, on a sûr, les liens qui s'affichent. Alors on va continuer avec un livre, ou un projet de livre écrit en hommage à André Moret. Alors André Moret, les gens ne savent pas forcément qui c'est, ce fut un maître berger qui a exercé son métier à la bergerie de Rambouillet en 1935, entre 1935 et 1970, et qui incarne à la fois tradition, côté innovateur de ce lieu formidable qui est la bergerie nationale de Rambouillet. Complètement. Alors, c'est Patrice Angot qui est un homme passionné par l'agriculture, le monde rural, l'agriculture propre, saine, respectueuse, qui a d'ailleurs créé un musée agricole à l'intérieur de
bergerie de Rambouillet, et qui a eu l'idée d'écrire ce livre en hommage à André Mauret, qui était un maître berger. Alors moi, comme date, j'ai 1929 ou 1970, mais peu importe. Il a eu un troupeau de 650 têtes. Alors le matin, il se levait à 4 heures, il allait s'occuper des bêtes, et après, il enseignait l'art d'être maître berger, et ce n'est pas rien. Voilà. C'est un livre donc, qui est bourré d'anecdotes. Patrice Angot l'a fait avec l'aide de Philippe Moret, le fils d'André, le maître berger. On y apprend plein de choses. Il y a des archives incroyables, inédites, des photos. De Gaulle est venu le voir. André Mauret, plein de réparties, lui a dit je préfère garder mon troupeau que le vôtre. La femme de René Coty allait chercher ses fromages. Enfin, il y a tout un tas d'anecdotes passionnantes. Il était très fort en généalogie pour les mérinos. Oui. Voilà, il faisait attention à la consanguinité. Et alors, le mérinos, c'est la meilleure laine qui existe. Ça, je ne vous apprends rien. Quand il fait chaud, vous avez un peu frais. Et quand il fait froid, vous avez chaud. Enfin, très agréable. On ne le quitte pas, son mérinos. Alors, le livre est en souscription, on le précise. Exactement, à 18 €. Il y a les coordonnées qui sont affichées si on veut aider à la parution de ce livre. On termine avec un Versaillais de cœur, auteur d'ailleurs du dictionnaire amoureux de Versailles. C'est Franck Ferrand qui prend la tête de la Cité de l'Histoire. C'est quoi cette Cité de l'Histoire ? Alors, la Cité de l'Histoire, elle est à la Défense. Elle vient d'ouvrir aujourd'hui. C'est un projet qui existe depuis 18 mois, qui a été conçu en 1 an avec 400 intervenants. Et certains ont travaillé jour et nuit. Et Franck Ferrand, notre ami historien sur les ondes de radio classique et à la télévision, en est le directeur, voilà. Et le but de cet énorme lieu, c'est de vous permettre de vous immerger. Alors c'est la grande mode en ce moment, l'immersion, on parle que de ça. Mais là, vraiment, immersion totale dans la réalité virtuelle. Voilà, 12 siècles d'histoire. Vous allez avoir des pièces avec des comédiens. Vous allez plonger dans des époques particulières. Vous allez avoir toute une scénographie autour de Victor Hugo. Vous allez pouvoir visiter Notre-Dame comme si vous y étiez, de plusieurs points de vue. Enfin bref, il y aura des conférences qui vont changer régulièrement. Il y a une librairie, il y a un restaurant. Enfin, c'est un endroit où on peut aller plusieurs fois. Il y a une frise chronologique géante avec des bornes interactives. On pourra appuyer sur les dates qui vous intéressent plus ou moins. Enfin, un truc de dingue. Il faut y aller. Très futuriste. Très futuriste et en même temps parlant d'époques très très anciennes. Et voilà, on revient grâce au futur, grâce à la technologie, on revient dans le passé. Voilà, Jean tousse, c'est bien. C'est bien le moins d'en tousser. Merci. C'est un signe. Excellent. Merci Véronique, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées insolites, d'autres informations insolites. Un petit tour de table. Est-ce que la cuisine italienne, c'est une cuisine qui vous plaît ? Qu'est-ce que ça vous évoque, Véronique ? Moi, ça m'évoque le soleil, la générosité, la convivialité, Rome, Venise et toute l'Italie. Bernard ? La Méditerranée, les spaghettis, les pizzas, dont je suis un gros consommateur. Moi aussi. Et puis les Italiens qui ont des natures joyeuses, festives, pleines d'énergie. Est-ce que ça vous plaît aussi de l'autre côté de la table, la cuisine italienne ? Oui. Des grands amateurs ? Ah oui. L'Italie, c'est les tomates. C'est la base de tout dans la cuisine italienne. Et oui, et donc chaque mardi, c'est aussi un rendez-vous, à côté des insolites de Véronique désormais. On propose aussi à nos téléspectateurs l'astuce du chef, autrement dit, comment briller en cuisine grâce à nos chefs du territoire. Et en cette journée mondiale de la cuisine italienne, Ludivine Canard et Patrick Jacques de Dixmus sont allés à la rencontre d'un chef pizzaiolo à Montigny-le-Bretonneux. Il nous livre ses secrets pour bien réaliser sa pâte à pizza chez soi. Regardez. La recette de ma pâte, c'est 10 litres d'eau, 20 kg de farine, 400 g de sel, 40 g de levure. Après, on le fait faire un tour, seulement un tour. Oui, il ne faut pas toucher le bord. Le bord, c'est la pizza avec le bord. Il ne faut pas le toucher le bord. Il faut laisser un peu bomber au milieu. Comme ça, elle ne vient pas très fin au milieu. La plus importante, c'est le tomate et mozza. Alors, quand on dit mozza, ce n'est pas la mozza qu'on fait la pizza. La pizza, on ne le fait pas avec la mozza. On le fait avec le fleur de lait.
C'est ça la fibre de lait. Les bases de la pizza elles sont presque tous de l'Italie. Beaucoup ils m'ont demandé pourquoi chez nous elle ne sort pas comme chez vous. C'est question de température et question de four professionnel elle doit être. Et pour cuire les ingrédients, sinon tu ne peux pas le faire à la maison. À la maison elle sort comme un disque très dur. Pourquoi les gens aiment la pizza? Parce qu'elle est plus rapide et ça coûte moins cher. Voilà, bon appétit, toi. C'est l'heure bientôt de passer à table. Avant de vous laisser, un dernier coup d'œil à la météo de demain. Et une journée très fraîche en prévision ce mardi dans les Yvelines, des éclaircies le matin, mais surtout des températures négatives dans la partie est et sud du département. Moins 1 degré à Versailles et Rambouillet, 0 degré à Mantes-la-Jolie et Houdan. Dans l'après-midi, ça remonte légèrement, pas de pluie au moins. Côté température, il fera 5 degrés à Mantes-la-Jolie, 4 degrés à Versailles, Houdan et Rambouillet. Ce mercredi 18 janvier, c'est la Sainte-Prisca. Voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Merci à vous autour de la table d'avoir été avec moi au cours de cette heure d'émission. Et demain, pour un nouveau 7-8, une nouvelle édition, vous retrouverez Mathilde Franco à la présentation. Belle soirée sur TV78.